Bonjour Pauline, bonjour à tous. Je suis Lucia Guenoer, je suis en charge des échanges artistiques à l'Institut français d'Argentine. Nous accueillons aujourd'hui l'artiste française Pauline Fondevilla pour cette interview qui se réalise dans le cadre de l'exposition La Suite, artiste des collections des FRAC présentée actuellement à la Fondation Proa à Buenos Aires en collaboration avec l'association Plateforme et l'Institut français de Paris. Pauline, je vais te présenter. Tu es née au Havre, en France. C'est une ville portuaire, embouchure de la Seine. C'est un point important à souligner, à mon avis, au regard de ton travail, où la présence de l'eau est toujours importante. Pauline a une double formation en lettres modernes à l'Université de la Sorbonne et diplômée de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Après avoir vécu à Barcelone, elle est invitée en 2007 par le réseau culturel français à l'étranger en Argentine, à Rosario, puis elle s'y installe. Son œuvre navigue entre la littérature, les arts visuels, la performance et la musique. Pour la suite, dans les salles de l'exposition, tu as créé une grande peinture murale intitulée Noche de las 13 lunas en el Riachuelo, qu'on peut traduire Nuit des 13 lunes sur le Riachuelo, qui est le nom en fait de la rivière du port de la Boca où se trouve la fondation. C'est un très grand dessin qui va du sol au plafond et tu crées une vision nocturne assez sombre du paysage. Et je voulais savoir, d'abord, la première question que je te poserais, c'est de quelle manière, en fait, la réalité, le présent s'associe à la fiction dans ce dessin, dans cette œuvre en particulier. Bon, merci tout d'abord pour la présentation, Lucie, dans laquelle je me suis complètement reconnue. Donc cette manière de travailler, c'est quelque chose qui est toujours présent dans toutes mes œuvres. C'est vrai que je pars toujours d'éléments que je connais, de contextes dans lesquels on m'invite. En l'occurrence, la situation évidemment géographique de Proa, cette proximité du fleuve, de ce fleuve un peu spécial, le Riachuelo, avec les problèmes qu'il connaît. Et puis, tout ça, j'essaie de voir comment ça peut coller à un état d'âme, des émotions particulières chez moi, à quoi ça peut répondre. À ça, j'ajoute aussi des couches d'imaginaire qui peuvent, dans ce cas-là, si on veut être précis, par exemple, ces souvenirs du film Happy Together, où il y avait ce néon qui clignotait dans ce quartier proche de l'Avocat, on voyait ce couple d'amants perdus dans la nuit sur ce pont. Bon, c'est vrai que ce paysage de la Fondation Proa, il est aussi marqué par ces grues, par ces éléments industriels, par ces éléments portuaires. À cela, ça peut s'ajouter aussi l'histoire du quartier par rapport à c'est une histoire dans la peinture argentine aussi. Ce peintre Juan del Prete avec justement aussi cette manière dont il a pu passer d'un moyen de représenter très figuratif à l'abstraction, rester toujours dans une zone un peu entre les deux, entre deux eaux. Et je pense que c'est un peu tout ça qui, quand on m'invite à faire, en l'occurrence un dessin mural sur un mur comme ça blanc, qui se mélange dans ma tête, sur le papier. Je commence souvent en écrivant, en faisant aussi des petites annotations comme ça visuelles, et ça crée cet ensemble dont tu parlais bien, où justement des éléments d'imaginaire se mélangent à des éléments présents dans ce contexte, quoi. Et c'est un contexte un peu obscur. Je pense que le Riachuelo ici, c'est vrai qu'on l'associe tout de suite à la superpollution, à ce problème environnemental énorme. Il est surtout connu pour ça. Donc c'est vrai que c'est pareil, je pense que je pars aussi des lieux communs, ça ne me dérange pas du tout c'est pas l'idée d'avoir une vision singulière, même si après je pense que ça devient singulier, mais cette espèce aussi voilà, d'éléments que tout le monde sait. C'est pas un travail. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une enquête de terrain où je vais. Je parle plutôt d'une ambiance, des éléments connus ou imaginés même, ou fantasmés d'un lieu. Et bien sûr, le Riachuelo, je pense que la première image, c'était ça, cette espèce
de fleuves remplis de déchets toxiques, où on ne peut pas naviguer. On a l'impression que si on y met les pieds, on peut se transformer, on va devenir. Bon, on sait qu'il y a un taux de mortalité supérieur dans cette zone au reste de la ville. Je pense que voilà, c'est tout à fait connu, en tout cas des scientifiques, des chercheurs. Et avec aussi cette histoire du fleuve, je sais qu'il, j'avais aussi entendu ça, son lit est rempli de restes de naufrages, c'est le plus vieux fleuve, le plus vieux port du pays, quelque chose comme ça. Donc tout ça aussi, cette espèce de fleuve qui contient un passé, une mémoire enfouie, m'a mis sur cette piste peut-être un peu obscure, évidemment. L'œuvre que tu as présentée à Proa a un antécédent que tu as réalisé en 2013 au Centre régional d'art contemporain à Sète, en France, et dans le cadre d'une exposition personnelle intitulée Encyclopédie du naufragé. Et la peinture s'appelait « Les poissons chantent pour tout le monde ». Et elle était verte. La couleur m'a fait penser à Nicolas Garcia Uriburu, verte comme les îles du Rio Paraná. Il y avait de la joie. Et de quelle mesure, dans cette exposition, tu présentais la ville et l'environnement qui a accueilli Pauline de Fondevilla, naufragée? Oui, c'est vrai que c'est une bonne manière de voir les choses. C'est vrai que je présentais un petit peu l'environnement dans lequel mon nouvel environnement de vie en France, d'une certaine manière. Et c'est vrai que du coup, ce mural était traversé par des paroles de chansons, du musique que j'étais en train de découvrir, en l'occurrence la cumbia santafesina, qui est un genre de musique propre, en plus de la région dans laquelle j'habite. Et il y avait des références à des artistes contemporains argentins, d'ici aussi. Je me rappelle, il y avait un petit sculpteur, Charlie Herrera. Bon, il y avait plein de Sandro Pereira, des choses que je découvrais. Et puis ce paysage des îles du Paraná, tous verts, comment dire, cette masse sauvage comme ça en face de la ville, et avec peut-être, comme tu dis, oui, une ambiance peut-être plus joyeuse en effet que dans cette version pour Proa qui serait son espèce de versant obscur. Je pense que tout simplement c'est aussi un autre fleuve, déjà une autre époque. Moi, je suis dans un autre moment aussi de vie. L'Argentine est dans un moment aussi. Le monde est dans un autre moment. Les îles du Paraná elles-mêmes ne sont plus les mêmes. Depuis il y a ce qu'on appelle un écocide, quelque chose qui n'est pas toujours très médiatisé, mais qui se passe ici. On brûle la flore et la faune en permanence, et encore plus depuis l'année dernière, les mois de pandémie. Donc, tout ça fait que oui, il y a peut-être une obscurité, un contexte qui me dépasse largement d'ailleurs. Et peut-être qu'on peut parler de l'encyclopédie, justement, ce que tu as présenté au Centre régional à Sète, et qui a été une œuvre qui a été acquise après par le Fonds régional d'art contemporain, le FRAC Aquitaine, qui est une encyclopédie. C'est une série de près de 300 feuilles de cahiers, et à chacune d'elles correspond une journée en fait de ce naufragé. Et sur chacune des feuilles, il y a un dessin, une référence à un artiste et une phrase que tu as écrite. Et tu y cites des artistes visuels de Jorge Maki, qui est argentin, à Saïtombli, des musiciens, Jeannette, Carlos Gardel, des écrivains, Horacio Quiroga, Georges Perec. Il y a plus de 300 références. Et est-ce que cette encyclopédie reflète d'une certaine façon le processus de ton travail quotidien? Oui, complètement. C'est une encyclopédie qui a une forme un peu spéciale. Hein. Il y a en effet des entrées comme une encyclopédie d'art où tu peux trouver des noms propres, mais aussi des fois des noms de lieux, surtout peut-être des noms propres. Mais c'est aussi en même temps un journal de naufragés assez humoristique. On peut retrouver aussi tous les clichés du journal de naufragé. On a l'idée de devoir faire du feu, de devoir se construire une cabane, d'affronter les bêtes sauvages, comment se nourrir, comment s'habiller, comment s'amuser aussi, fabriquer son vin,
trouver des trucs à filmer un peu. Je pense en même temps un journal d'artiste aussi, un peu, il y a cette double lecture, naufragé, l'artiste aussi dans son atelier, un peu, qui se met au travail, quoi, Et je me trompe pas quand je dis que c'est le FRAC Aquitaine qui l'a acquis et le FRAC de Corse aussi, qui est une île en France, a acquis une autre œuvre de ton travail. Peut-être une question sur les FRAC pour savoir quelle importance pour toi ça revêt, un peu ce système d'acquisition très particulier à la France, de collection publique. Oui, en effet, j'ai plusieurs œuvres dans des FRAC, au FRAC Rhône-Alpes aussi, au FRAC. Bon, ça a été à chaque fois des organismes, c'est pas le mot, mais des institutions, hein, qui m'ont soutenu dès le début d'ailleurs, parce que j'ai vendu le premier mural au FRAC Rhône-Alpes, je sortais à peine de l'école, aux Arts de Lyon. Donc, ça a été à chaque fois des instances qui m'ont soutenu dans mon travail, qui m'ont permis de continuer, qui m'ont aussi proposé des fois des expositions individuelles ou collectives. Oui, pour moi, c'est génial d'avoir ces œuvres dans ces collections-là, quoi. C'est intéressant à souligner aussi comment ils accompagnent, comment ces institutions, les FRAC accompagnent les artistes dès le début de leur carrière. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi dans ton cas, même à distance, même depuis que tu résides ici en Argentine. Et tu as édité en 2014 un livre qui s'appelle Una casa y un tambor, une maison et un tambour, en 2014, chez une maison d'édition de Rosario qui s'appelle Iván Rosado. Et là, l'histoire du naufragé, elle est au féminin cette fois-ci. Et moi, je l'ai lu totalement comme une allégorie de ta trajectoire. Et en même temps, je voulais savoir si aussi en relation par rapport à toute l'actualité argentine récente de l'émancipation féminine, disons, s'il y avait une dimension subversive dans cet écrit. Écoute, c'est intéressant. Et sur le coup, je pense que ça n'a pas du tout été écrit ou pensé comme ça. Mais c'est vrai qu'en le relisant et en le repensant des années après, la fameuse époque qu'on traverse, qu'on appelle post-MeToo, après 2017, et où ici, on a en plus obtenu des combats, enfin, mené des combats importants, et obtenu notamment le droit à l'avortement, et toute cette actualité très féministe argentine des dernières années, c'est vrai que déjà comme tu dis, d'avoir passé ce personnage au féminin et que ce soit justement une femme seule qui survit dans un univers plutôt devrait lui être hostile, mais qu'elle arrive à apprivoiser, ou dans lequel en tout cas elle arrive à survivre, à déployer des stratégies et d'être complètement autonome, quoi, de pouvoir se passer du patriarcat pour employer du capitalisme aussi. Enfin, dans ce cas-là, dans ce sens-là, je pense qu'il y a un peu la subversion dont tu parles, quoi. C'est-à-dire qu'une femme qui vit seule, mais ça n'a pas du tout, voilà, encore une fois, été pensé comme ça, mais quand je le relis maintenant, je vois même des choses un peu même d'écoféminisme, dans cette manière qu'elle a de vivre en parfait accord avec la nature. Enfin, je rigole parce qu'il y a un côté quand même un peu drôle, enfin, voilà, où rien n'est un problème pour elle, ni se construire une maison, nager avec les requins. Enfin bon, c'est une île aussi un petit peu fantasmée. Donc voilà, et cette manière qu'elle a d'exister par elle-même, d'avoir besoin de rien, de personne. Et ni même, pour ça c'est capitaliste, parce que ni même d'argent, ni même de système économique, où elle réinvente tout. Oui, bien sûr, certainement, il y a Oui, ouais, dans ton ouvrage, il y a quelque chose de tout à fait abstrait parce qu'on ne s'imagine pas qu'une personne puisse vivre comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose de l'héroïne qui arrive à exprimer sa joie et qui arrive dans un état
de bonheur, d'une vitalité, voire même une sorte de salut en étant seul, et aussi en réalisant cette encyclopédie. Mais cette encyclopédie, c'est pas quelque chose de théorique, c'est tout à fait empirique, même naturaliste. On a l'impression de se retrouver dans les dessins. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre des dessins aussi de toutes ces personnes qui ont découvert les terres d'Amérique du Sud, par exemple Bonpland, ou des choses comme des personnes comme ça. Et tu dis que moi j'imaginais un peu cette encyclopédie avec des dessins d'animaux, des souvenirs, des amis, des artistes, bien sûr des œuvres, un peu comme l'encyclopédie naufragée, mais tu écris une encyclopédie, una enciclopedia como una comunidad para vivir a gusto entre ellos, comme s'il y avait un besoin de solitude, un recul d'une certaine façon du personnage pour se sentir vivant et pour comprendre la société et pour pouvoir vivre en société. Bah oui, oui, non, c'est tout à fait ça. J'ai pas grand-chose à ajouter à ton analyse. Je pense que ça correspond, pour reprendre ce que tu disais, c'est complètement irréaliste, mais peut-être ce qui donne la sensation de possible, c'est, je pense, l'aspect émotionnel du personnage. Enfin, justement, ce besoin de solitude, ce besoin de se trouver une famille pour vivre, ce besoin de se trouver un endroit où être bien. Moi, je trouve que les phrases, certaines de tes phrases sont très belles et très émouvantes dans les livres. Et d'une certaine façon, elles reviennent aussi dans cette vidéo que tu as réalisée qui s'appelle Querido Museo, qui est une lettre en fait filmée que tu as écrite pour le Museo Castanino Marmagro, qui est le musée d'art de Rosario, tu as écrite pendant le confinement. Mm-hmm. Et en fait, dans cette lettre, tu te souviens de cette conférence performative que tu as faite sur les îles à Rosario, qui s'appelait Lejos de todos, lejos de ti, loin de tous, loin de toi. Et puis, finalement, le musée a fait l'acquisition de cette œuvre et tu te rappelles tout disons, ce déroulement, cet attachement à la ville de Rosario, à son musée, à ses îles, à son fleuve. Et je voulais qu'on écoute, on va écouter et regarder une partie du petit film qui est disponible sur YouTube. Rosario, 12 de junio 2020. Querido museo, hoy me invitas a ocupar un espacio virtual, porque estás cerrado, como imagino lo están todos los museos en el mundo. Porque este es el mundo donde estamos viviendo, un mundo donde los museos están cerrados. No se sabe cuándo volverán a abrir, no se sabe mucho de nada, y este estado mismo hace que sea difícil emprender cualquier cosa. Al menos a mí me pasa. El futuro desapareció, o si no, es tan borroso que me parece que en estas circunstancias el pasado es para muchas personas, entre cuales yo, el único lugar donde encontrar un poco de calma. Non, déjà, cette petite rectification, c'était lejos de todo, lejos de ti, loin de tout, loin de tout. Parce que c'est à la fois une phrase d'une chanson de Nacho Vegas, qui est aussi un chanteur espagnol voilà, dont je me sers souvent. Oui, c'était une invitation du musée l'année dernière, en fait, d'occuper son espace, sachant que c'était en même temps, il était évidemment fermé, comme tout, bon, à ce moment-là du confinement. Donc, il y avait cette espèce de défi, comment remplir, que faire dans un musée fermé, en sachant que ce musée a une particularité à Rosario, parce qu'il donne sur les îles du Paraná. Il a été fait dans d'anciens silos à grains, donc bon, très portuaire aussi, et il donne sur le fleuve, donc il a en plus cette particularité, voilà, les fenêtres donnent sur les îles, où j'ai fait en effet cette conférence, et où en même temps, comme j'en parlais avant, se déployait ce désastre écologique des
incendies du Paraná. C'est vrai qu'encore une fois, ça revient un peu au début, il y avait cette idée de mélanger plusieurs fils, quoi, le fil de ma propre vie, ma propre histoire dans le lieu, bon, ces états d'âme propres au moment du monde qu'on traversait tous, et puis aussi la situation particulière de la chaleur et des îles du Paraná qui étaient en train d'être littéralement détruites et brûlées sous nos yeux, quoi. Donc voilà. Et en effet, cette vidéo maintenant est entrée aussi dans la collection du musée. Bonne nouvelle. Et c'est assez drôle parce que l'Argentine, c'est un pays assez nouveau, récent, disons, en relation, si on le compare à une vieille nation comme la France. Et d'une certaine façon, le chemin de l'acquisition de tes œuvres par un musée argentin, j'ai l'impression que tu fais un peu le même voyage que certains immigrants ont fait il y a de ça 100 ans pour s'installer en Argentine. Et... Je pense que c'est quelque chose, et j'imagine toi aussi, quand on est européen vivant dans ce pays, auquel on pense tout le temps, quoi. C'est vrai que voilà, on peut sentir de l'empathie pour cette génération de gens bien avant nous. Voilà, même si dans un contexte complètement différent, initialement différent, je pense qu'on a ça en nous tout le temps. Ouais, tout en sachant que, bien sûr, la peinture argentine du fin 19e, 20e, début 20e a été très influencée par l'Europe. Donc c'est intéressant, justement, ces thématiques du voyage et d'appartenance aussi, d'identité, de depuis où on crée et qu'est-ce qu'on représente. Et je voulais aussi parler, parce que ton œuvre, c'est des livres, il y a du dessin, il y a de la peinture, et aussi, on voit les phrases que tu écris dans tes livres, on les voit aussi apparaître dans des performances. Et tu as créé cette performance qui s'appelle La promesse de la mer, que tu as réalisée à plusieurs reprises, tu nous diras, où en fait, tu transcris sur des voiles d'optimistes, des phrases courtes. Et c'est comme une bouteille jetée à la mer. C'est un appel à la poésie permanente. et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette œuvre que tu as présentée à plusieurs reprises et un peu de comment elle assemble aussi. Et je pense que c'est là où c'est intéressant ton travail, où à chaque fois, tout se croise, à savoir dans le dessin, dans la littérature, dans les textes que tu écris, et puis aussi dans les performances. Tout se chevauche, se croise et se nourrit, en fait. Oui, c'est vrai qu'en plus, elle apparaît dans le mural de Proa, parce que je reprends des dessins de ces bateaux. C'est une pièce, La promesse de la mer, que j'avais créée. À la base, c'était une commande, en fait, d'une biennale qui avait lieu au Havre, donc dans ma ville natale. C'est la première fois aussi que j'avais l'occasion de présenter quelque chose dans cette ville où je suis née. Et c'est une commande pour l'espace public. Et tout de suite, j'ai envie d'intervenir proposer un monument, justement pas un monument, quelque chose qui serait de l'ordre plutôt de l'anti-monument, peut-être une pièce comme ça, mobile, une apparition dans la ville. Et il y a ce bassin au Havre où l'école de voile municipale donne des cours qui sont ouverts aussi aux enfants de toutes les écoles. Donc cette petite flotte d'optimistes voilà, présent dans le paysage de la ville, et puis en même temps quelque chose qui apparaît, disparaît, parce qu'ils ne sont pas toujours là, les bateaux, et de travailler aussi avec l'énergie des enfants, enfin l'idée du futur en marche aussi, quoi, en prenant un peu cette parabole de futurs marins, futurs citoyens, futurs habitants du monde. C'est aussi un moment où en France, il y avait beaucoup de manifestations pour des lois de retraite qui étaient en train d'être créées, donc donc il y avait comme ça une protestation sociale, et il y avait l'idée de répondre à ces manifestations par une autre manifestation, quoi. Et comme tu dis que je voulais plus poétique, j'espère y être arrivée, et plus que des phrases, c'était plutôt
des mots, des reprises, de slogans qui pouvaient venir par exemple de mai 68, d'un héritage comme ça, ou aussi de chansons, de plein de plus populaires, ou de bouts de phrases qu'on peut entendre comme ça dans les conversations quand on vient du nord de la France, où il y a des envies de suivre, des envies de partir, et aussi dans un port où la mer est toujours là, l'appel à partir, ou à un ailleurs meilleur est toujours là aussi. Donc il y avait aussi tous ces niveaux, et voilà, sachant que c'était les enfants qui mettaient ça en mouvement, quoi, avec cette idée du jeu d'enfant aussi, où on joue à être aventurier, bon, on sait que c'est pour du faux, mais en même temps, voilà, on y croit, quoi, comme quand on joue, quand on est gamin, quoi. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu l'occasion de la refaire plusieurs fois dans d'autres langues, donc c'était assez magique pour moi, parce qu'il y a toujours ce côté d'émerveillement, même si en Argentine, c'était la Promesa del Río, donc ça a navigué sur le Paraná, donc voilà, ce fameux fleuve de Rosario. Il y a eu à un moment donné, j'ai eu la fantaisie de le faire, bien sûr, sur le Riachuelo, c'est comme ça que j'ai découvert le Riachuelo navigable, peut-être comme de mettre ces bateaux dans ce fleuve d'une certaine manière, donc je l'ai mis dans le mural de Prüm, voilà, c'est un peu cette manière de fonctionner. Et bon, voilà, donc en espagnol, c'était pas non plus des traductions, ça croisait d'autres, voilà, l'imaginaire d'ici aussi, certaines phrases qui sont toujours, qu'on retrouve, d'autres qui changent. J'ai eu l'occasion de le faire en italien, en flamand, norvégien. Donc c'est comme ça une espèce d'aventure collective entre tous ces enfants de ces différents pays. Et, bon, moi, quelque chose que, voilà, que à chaque invitation, j'écris comme ça un nouveau chapitre, ou plus un nouveau chapitre, une nouvelle strophe, parce que ça ressemble plus presque à une chanson qu'à une grande chanson comme ça qui se déploie entre les langues et dans la durée, entre les territoires, dans différents paysages. Ouais, ben, merci beaucoup, c'est super. Il y a quelque chose de très, très positif, une sorte d'énergie vitale, toujours dans le travail, et puis une conscience politique aussi dans ton travail. Quand on t'entend parler, je pense que c'est important aussi de l'avoir comme grille de lecture. Et ben, j'espère qu'on pourra un jour faire la promesse de la mer aussi plus près de Buenos Aires, et avec des phrases et d'autres phrases et d'autres mots. Et puis, ben, je te remercie beaucoup pour l'interview, et au plaisir bientôt de te rencontrer. À bientôt. Merci à toi, Lucie. Merci à l'équipe de Proa, de l'Institut français, et à très bientôt. Ciao.